Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamons une partie centrale de l'épreuve de spécialité. Il s'agit du domaine B, littérature et culture française, et plus précisément de la composante numéro 2, approche du texte narratif. Aujourd'hui, nous allons travailler la sous-composante numéro 1, le roman, et il s'agit bien évidemment de la première partie parce qu'il y aura une deuxième partie consacrée au roman. Et ce, conformément au descriptif officiel du concours de recrutement des enseignants de français pour le cycle secondaire au Maroc. Pourquoi le roman? Eh bien parce qu'il constitue la forme narrative dominante de la littérature moderne, bien évidemment, et mais aussi parce qu'il est au cœur des programmes du secondaire, que ce soit le collège ou le lycée. Le collège d'une manière indirecte avec des extraits, mais au lycée, c'est vraiment, on travaille sur des œuvres et le plus souvent, je dis, hein, pas toujours, mais le plus souvent, ce sont des romans. L'objectif alors de ce cours n'est pas seulement de rappeler les définitions, mais de vous donner une vision historique et méthodique du roman tel qu'il peut être mobilisé dans une question de concours, notamment sous forme de question de QCM. Nous allons donc procéder de manière progressive, premièrement comprendre les sources du roman, après identifier ses caractéristiques fondamentales, et par la suite aussi situer son évolution, ça veut dire situer l'évolution du roman dans l'histoire littéraire. Nous commençons l'étude des sources du texte narratif par un genre fondateur, à savoir l'épopée. Avant le roman, il y avait le récit chanté. En fait, l'épopée est un lent récit poétique en vers qui célèbre les exploits d'un héros exceptionnel, souvent considéré comme fondateur d'un peuple ou d'une civilisation. Elle naît dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire l'épopée, d'abord dans une tradition orale. Ces récits étaient chantés ou déclamés avant d'être fixés par écrit. C'est donc un genre matriciel, axial, fondamental, puisqu'il constitue l'un des fondements du récit occidental. Sur le plan formel, l'épopée se caractérise par, premièrement, un style élevé et solennel, mais aussi par un héros doté de qualités extraordinaires. Il se caractérise aussi par l'intervention du merveilleux, notamment l'intervention des dieux. Et il se caractérise également par une dimension collective, ça veut dire le destin du héros engage celui d'un peuple entier. Autrement dit, l'épopée ne raconte pas seulement une aventure individuelle, elle construit une mémoire collective, une identité, un imaginaire civilisationnel, national. Poursuivons avec les thématiques majeures de l'épopée. L'épopée est d'abord le récit de la guerre et de l'héroïsme. Le héros s'illustre dans le combat, affronte l'adversité, dépasse les limites humaines. Mais il met aussi en scène le destin et la fatalité. Le héros épique n'est pas totalement libre. Il est soumis à une force supérieure, divine ou tragique. À cela s'ajoutent deux valeurs centrales, l'honneur et la gloire. Le héros agit pour laisser une trace, pour inscrire son nom dans la mémoire collective. Enfin, l'épopée participe souvent à la fondation d'un peuple, la fondation d'une civilisation. Il construit un récit des origines. Alors, et pour quelques exemples majeurs qu'il faudrait normalement retenir, on a premièrement l'Iliade d'Homère, là où il raconte la guerre de Troie, où on raconte l'héroïsme tragique d'Achille. Il y a aussi l'Odyssée du même auteur, c'est-à-dire d'Homère, où l'on raconte le voyage initiatique d'Ulysse. Voilà, donc moi, je vous donne seulement un petit aperçu, un très très court aperçu sur chaque épopée. Il y a aussi l'Énéide de Virgile. Alors là, il parle de la fondation mythique de Rome à travers le destin d'Énée. Alors retenons bien, ces œuvres fondent vraiment l'imaginaire héroïque occidental.
Passons maintenant au Moyen Âge. Les chansons de gestes apparaissent entre le 9e siècle et le 13e siècle. Il s'agit de récits épiques médiévaux composés en vers et destinés à être chantés ou déclamés. Bien évidemment, ils s'inspirent de faits historiques réels, mais transformés et amplifiés par la légende. Elles célèbrent, c'est-à-dire les chansons de gestes, elles célèbrent les exploits des chevaliers, mettent en valeur, mettent en avant la loyauté, la foi et le courage. Ils sont donc les héritières directes de l'épopée antique, mais adaptées vraiment aux conditions féodales et chrétiennes du Moyen Âge. Puisque si l'épopée antique glorifie le héros fondateur, la chanson de geste, elle glorifie le chevalier au service de son roi et de sa foi. Donc c'est une évolution du modèle héroïque et une étape essentielle dans la formation du récit narratif qui éminera par la suite progressivement au roman. Poursuivons avec les caractéristiques fondamentales des chansons de geste. Le héros ici est avant tout un guerrier loyal. Il ne combat pas pour lui-même, mais pour son roi, son suzerain et pour la foi. Les valeurs mises en avant sont profondément féodales, à savoir l'honneur, la fidélité, le courage. Nous retrouvons également une dimension collective et religieuse. Le combat dépasse l'individu. Il engage le destin du royaume et la défense du christianisme. Sur le plan stylistique, ces récits adoptent un style solennel, marqué par des répétitions, car ils étaient destinés à être chantés ou déclamés devant un public. Quant aux thématiques majeures, ils s'articulent autour de la guerre sainte et la défense du royaume, le sacrifice héroïque, la fidélité absolue au suzerain. Voilà les grandes thématiques de ce genre. Alors l'exemple emblématique à retenir est absolument la chanson de Roland. Alors la chanson de Roland est un texte, un récit qui met en scène le combat entre les Sarrasins. Roland y apparaît comme le modèle du chevalier fidèle à Charlemagne. Il préfère, puisque le personnage, préfère mourir avec honneur plutôt que de renoncer ou de trahir. Le récit devient alors une exaltation de l'honneur, du courage et du sacrifice. Le récit, bien évidemment, avec l'apparition des chansons de gestes. Après la chanson de gestes, une nouvelle étape s'impose dans l'évolution du récit médiéval, celle des romans de chevalerie. Nous sommes au XIIe siècle. Ces récits, le plus souvent en prose, s'inspirent des légendes celtiques et de ce que l'on appelle la matière de Bretagne, c'est-à-dire l'univers du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Contrairement à la chanson de gestes, centrée sur un destin collectif, le roman de chevalerie met l'accent sur les aventures individuelles d'un chevalier. Nous assistons ici à une évolution majeure, puisqu'on passe d'un récit héroïque collectif à un récit plus romanesque, plus psychologique. Sur le plan des caractéristiques, le chevalier est engagé dans une quête ponctuée d'épreuves initiatiques. Ces épreuves ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi morales. L'amour courtois occupe une place essentielle, puisque le chevalier sert une dame, et cet amour devient moteur de dépassement. Le récit intègre une forte dimension merveilleuse, on peut trouver de la magie, des enchantements, les objets symboliques, etc. Et surtout, nous observons une analyse plus développée des sentiments, ce qui annonce déjà l'évolution vers le roman moderne. Quant aux thématiques majeures, ils s'articulent autour de l'idéal chevaleresque, la loyauté et le courage, l'amour et la fidélité, parfois une quête spirituelle, notamment celle du Graal. Alors pour les exemples qu'on peut retenir concernant ce genre, alors on peut citer les œuvres de Chrétien de Troyes,
Lancelot ou le chevalier de la charrette, ou c'est Ivan ou le chevalier au lion, ou c'est Perceval ou le comte du Graal. Voilà les exemples majeurs et on va dire des exemples fondateurs de ce genre. Nous allons maintenant voir quelques exemples majeurs des romans de chevalerie du Moyen Âge. Parmi les auteurs les plus importants, on trouve Chrétien de Troyes, l'un des grands écrivains du XIIe siècle et un pionnier du roman de chevalerie, du roman courtois. Il est notamment l'auteur de plusieurs œuvres célèbres, par exemple Lancelot, le chevalier de la charrette, qui raconte l'amour passionné entre Lancelot et la reine Guenièvre. Mais aussi, on peut citer aussi Ivan le chevalier au lion, où l'on suit le parcours d'un chevalier qui doit reconquérir son honneur. Il y a aussi Perceval le comte du Graal, un récit qui introduit le célèbre thème du Graal dans la littérature occidentale. À travers ces récits, Chrétien de Troyes contribue à construire la figure du héros courtois, c'est-à-dire un chevalier courageux, loyal et guidé par l'amour. Ses œuvres participent aussi à la naissance de l'intrigue romanesque, avec des aventures et des épreuves et une évolution du personnage. Mais la littérature médiévale ne se limite pas aux écrits chevaleresques, on trouve aussi les fabliaux qui apparaissent principalement au XIIe siècle et au XIIIe siècle. Les fabliaux sont de courts récits en vers, souvent inspirés de la tradition orale populaire. Ils étaient destinés à un public assez large et avaient surtout pour objectif de divertir. Contrairement aux récits héroïques et nobles, les fabliaux construisent un contrepoint comique. Ils se moquent de la société et des comportements humains. Ils présentent plusieurs caractéristiques. Premièrement, une grande brièveté, avec une narration rapide et efficace. C'est un langage simple et direct, un ton satirique ou burlesque, souvent critique envers certaines catégories sociales, une chute surprenante qui produit un effet comique, et enfin des personnages stéréotypés comme le paysan rusé, le mari trompé ou encore le moine hypocrite. Ainsi, les fabliaux montrent un visage plus populaire et humoristique de la littérature médiévale, très différent de l'idéal chevaleresque des romans courtois. Avec l'idéal chevaleresque des romans médiévaux, nous changeons totalement de registre avec les fabliaux. Ici, plus de quêtes nobles, plus d'idéal héroïque, nous entrons dans le monde du réalisme quotidien. Les thématiques majeures des fabliaux sont dominées par la tromperie et la ruse, la critique sociale visant le clergé, la bourgeoisie ou encore le mariage. Il y a aussi les thématiques majeures. Parmi les thématiques majeures, on peut trouver aussi la satire des institutions, une représentation concrète, parfois crue, de la vie ordinaire. Le fabliau renverse l'hiérarchie. Ce n'est plus le noble chevalier qui triomphe, mais souvent le paysan régi ou l'épouse maligne. Prenons quelques exemples représentatifs. Le vilain Mire, fabliau anonyme, dont l'auteur est inconnu. Un paysan rusé se fait passer pour médecin. Le récit tourne en dérision les faux savoirs et critique les hiérarchies sociales. Alors le rire devient un outil de dénonciation. Là, je vous donne seulement un aperçu très court sur cette œuvre, sur ce fabliau, à savoir le vilain Mire. Là, il y a aussi la hausse partie, donc dans l'auteur toujours anonyme, parce que les fabliaux généralement sont anonymes. Il s'agit d'un conflit burlesque qui éclate entre un mari et une femme. Le comique de situation met en scène les tensions conjugales et en souligne l'absurdité. On peut aussi citer le prêtre crucifié, qui raconte une tromperie qui implique un prêtre et qui donne lieu à une satire irrévérencieuse du clergé. Alors là, il s'agit de la critique religieuse, et la critique religieuse ici, elle est directe et sans idéalisation. Nous arrivons maintenant au genre
narratifs majeurs, ceux qui structurent durablement l'histoire littéraire et les programmes du secondaire, au collège, même aussi au primaire, au collège et au lycée. Alors commençons par le conte. Le conte est un récit bref, souvent issu de la tradition orale, à visée initiatique ou symbolique. Il se reconnaît à ses formules d'ouverture, par exemple, il était une fois, il y avait une fois, etc. Il y a ces personnages archétypaux, le héros, la marâtre, etc. Donc ce sont des personnages, on va dire des personnages types. Et à sa dimension merveilleuse. Sa fonction est généralement morale ou éducative. On peut prendre par exemple les contes de Charles Perrault ou les contes des frères Grimm. Il y a aussi le deuxième genre, c'est la fable. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un court récit allégorique visant à transmettre une morale. Ces personnages sont souvent des animaux anthropomorphisés, ça veut dire humanisés. La fable combine alors narration et argumentation avec une morale explicite ou implicite. L'exemple majeur reste sans doute Fable de Jean de La Fontaine. Le troisième genre, c'est la nouvelle. Alors la nouvelle, c'est un récit bref, en prose, centré sur un événement unique. Elle se caractérise par une intrigue condensée, un nombre limité de personnages et surtout une chute surprenante. Bon, parmi les exemples qu'on peut citer ici, c'est Boule de Suif de Guy de Maupassant et Carmen de Prosper Mérimée. Enfin, le genre dominant, à savoir le roman. Le roman est un récit lent en prose, généralement en prose, mais bien évidemment, on peut le constater, c'est en prose, mettant en scène des personnages dans un univers fictionnel bien structuré. Il se distingue par la complexité de l'intrigue, l'évolution psychologique des personnages et un fort ancrage historique ou social. Parmi les œuvres qu'on peut citer ici, Madame Bovary, par exemple, de Gustave Flaubert, Les Misérables de Victor Hugo, encore L'étranger d'Albert Camus. Voilà pour les genres narratifs majeurs. Nous arrivons ainsi au terme de cette première partie consacrée aux sources du texte narratif. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement. Alors, ce que nous avons fait, c'est nous avons parcouru ensemble les fondements historiques du récit, de l'épopée antique jusqu'au genre narratif majeur, afin de mieux comprendre l'émergence et l'évolution du roman. Notre prochain rendez-vous sera consacré à la deuxième partie dédiée au roman, intitulée Les genres du récit, toujours selon le descriptif du concours officiel, le descriptif officiel. Je vous souhaite une excellente préparation. À très bientôt pour la suite.